produits très différents à 10 francs du 24 avril au 3 mai. Mobilisation de toutes les religions ce soir à Notre-Dame en faveur des 7 moines français enlevés il y a un mois en Algérie. Tuerie en Australie, un tireur fou a abattu 32 touristes et s'est réfugié dans une maison avec 3 otages. Formule 1, première victoire de Jacques Villeneuve dans le Prix d'Europe sur le circuit du Nürburgring. Madame, monsieur, bonsoir. Il y a maintenant un mois que 7 moines trappistes français ont disparu de leur monastère en Algérie, enlevés par un commando des intégristes du GIA qui réclament la libération d'environ 200 de leurs militants prisonniers, notamment en France. Ce soir, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cardinal Lustiger avait organisé une cérémonie œcuménique en faveur de leur libération en présence des familles. Thierry Curtet, Mathieu Huchet. 7 cierges brûlent désormais en la cathédrale Notre-Dame de Paris. 7 cierges pour 7 moines. Pour le cardinal Lustiger qui les a allumés, ils brûleront autant de temps qu'il le faudra pour rappeler les prières des 7 moines privés de liberté. Le cardinal a tenu à rappeler quelle est la mission des 7 moines trappistes de l'abbaye Notre-Dame de l'Atlas. Ils ne sont pas partis pour conquérir, mais par amour. Ils se sont voués au silence, car c'est leur règle, par amour de Dieu et de leurs frères. La cérémonie s'est voulue œcuménique. Les représentants des musulmans de France et des juifs de France étaient associés. Dans l'assistance, un espace était réservé aux familles des 7 moines. Devant eux, le représentant de la mosquée de Paris a tenu à s'exprimer. Que Dieu hâte la libération des 7 prêtres trappistes, kidnappés, qu'il ouvre pour eux les voies de la délivrance et facilite pour eux les causes de la miséricorde et de la liberté. Amen. Dans l'assistance, de nombreux fidèles, probablement plus de 1000 personnes, visiblement très émues, très touchées par l'appel des 3 religions. Il y a une chose qui est bien regrettable, c'est que ce ne soit pas tous les jours comme ça où tous les peuples se tiennent la main dans la main. Et ça, c'était la plus belle chose que j'ai vue. Quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, tout le monde était là, main dans la main, pour la même cause. Et ça, c'est très beau. Cela fait un mois que les 7 moines ont été enlevés. Personne n'a voulu évoquer les revendications. Le seul message ce soir ici, prier, espoir. C'est avant-hier seulement, un mois après leur enlèvement, que les intégristes du GIA ont fait savoir que c'était l'un de leurs commandos qui avait enlevé ces 7 moines français en Algérie. Jusqu'à présent, toutes les recherches entamées par l'armée algérienne sont restées sans résultat et on ne sait pas si une négociation s'est engagée entre le gouvernement algérien et les ravisseurs ou encore entre le gouvernement français et ces mêmes ravisseurs. Olivier Lerner. La patrouille algérienne a fait et refait 1000 fois cette route qui mène à Médéa, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les 7 moines trappistes restent introuvables. Pas la moindre trace, pas le moindre indice dans ce maquis où les caches sont innombrables. C'est un groupe soudé de moines français, enlevés il y a un mois de leur monastère, qui est donc entre les mains du GIA et qui fait aujourd'hui l'objet d'un chantage, d'un marchandage qui place la France dans l'embarras. Le GIA menace d'égorger les 7 moines si Jacques Chirac refuse la négociation, l'échange des religieux contre certains militants islamistes incarcérés en France et en Algérie. Le communiqué du GIA, diffusé par ce journal arabe il y a 48 heures maintenant, stipule que les 7 moines sont vivants et en bonne santé, mais rien n'est moins sûr. Depuis un mois, le monastère de l'Atlas est placé sous haute surveillance. Le père Robert est resté là, épargné par les ravisseurs. Pour rien au monde, il ne quitterait cet endroit connu pour être l'un des fiefs du GIA. Je suis ici au titre d'une double solidarité, celle avec nos amis algériens et celle aussi plus récente avec les pères qui m'ont hébergé. Otages, chantage, le gouvernement algérien et le gouvernement français maintiennent un blackout total devant ce marchandage. La traque se poursuit au grand jour. Si négociation il y a avec le GIA, elle se déroule dans le plus grand secret. 32 morts innocents, une vingtaine de blessés graves. C'est le bilan provisoire de la tragédie qui s'est déroulée ce matin près de Port Arthur, en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Un jeune homme d'une trentaine d'années, armé d'un fusil, s'est mis à tirer au hasard dans la foule des visiteurs
d'un site touristique de la région. Ce soir, le tueur s'est réfugié dans une maison en compagnie de 3 otages. Marie-Pierre Samitier. Ces images d'amateurs ont enregistré les premiers impacts des balles tirées par le forcené. Le tireur fou exige actuellement un hélicoptère pour quitter l'île, alors que des unités spéciales de la police négocient sa reddition et la libération des 3 otages. Le forcené qui a tiré à bout portant au hasard, tuant, blessant ou traumatisant ceux qu'il croisait, serait un malade mental avec un passé psychiatrique. Un acte pour l'instant inexpliqué, aux conséquences dramatiques. Pour l'instant, il est encore absolument impossible de dresser un bilan du nombre des victimes. Parmi les 18 blessés évacués à l'hôpital le plus proche, 4 sont dans un état désespéré. Cette tuerie qui a eu lieu dans cette île touristique est le plus grand drame qu'ait connu l'Australie depuis 30 ans, à la suite d'un acte commis par un déséquilibré. Retour en France, bousculade, évanouissement, c'était une véritable pagaille ce matin à Bordeaux, à l'heure d'ouverture des guichets de réservation pour la finale de la Coupe de l'UEFA, match retour le 15 mai à Bordeaux, entre Bordeaux et le Bayern de Munich. En fait, rien n'avait été prévu pour assurer la sécurité du public. François Privat, Bernard Bonnard. Au petit matin, la bousculade. Certains attendaient depuis plus de 12 heures devant les guichets fermés. Ils sont de bons milliers, fatigués d'avoir trop bu et peu dormi. Une quarantaine d'évacuations, 10 blessés légers, pour tenter d'obtenir un billet de la finale Bordeaux-Bayern de Munich. À un moment donné, j'ai cru rester ici, moi. J'ai cru mourir ici. On s'est retrouvé écrasés contre les guichets. Les gens étaient là depuis hier soir 7h30. Ils auraient dû mettre des barrières depuis 7h30 hier soir. On a été complètement chamboulés. Ça pousse de partout. Mais ils savaient qu'il y aurait du monde, mais c'est débile. Une organisation dépassée. Vers 9h, les forces de l'ordre et quelques barrières font leur apparition. Mais c'est déjà trop tard. La sécurité publique n'est plus garantie. La foule, compacte, incontrôlable, affole les dirigeants des Girondins de Bordeaux. À ce moment, on craint le pire. Le président Afelou a tenu à faire une ouverture publique et s'est battu pour qu'il y ait ces 10 000 places. Mais je crois qu'il aurait fallu 50 000 et donc nous n'aurions pas solutionné le problème de toute façon. Dans l'affolement, de nombreux supporters renoncent à acquérir des places vendues entre 150 et 1500 francs. Seule la passion du foot permettra peut-être à ces jeunes d'oublier la peur. Bon, bref, on est toujours sans nouvelles ce soir des 2 membres de Médecins sans frontières enlevés en Tchétchénie, c'était hier. Il s'agit d'une femme de nationalité belge et de son interprète, un russe. Les ravisseurs réclament une rançon d'environ 1 million de francs. En Allemagne, il y a 48 heures maintenant que l'héritier d'une des plus grosses compagnies de tabac et de cigarettes du pays a été libéré par ses ravisseurs qui l'avaient retenu pendant 1 mois dans un endroit tenu secret sans que la police n'intervienne. La famille a payé la rançon. Aujourd'hui, les policiers peuvent enfin commencer véritablement leur enquête. Jérôme Catala. Route quadrillée par d'incessantes patrouilles, aéroports surveillés, une gigantesque chasse à l'homme lancée par la police allemande pour retrouver les ravisseurs de Jan-Philipp Reitsma. Héritier de l'un des plus importants fabricants européens de cigarettes, il a été enlevé pendant 33 jours par des inconnus avant d'être libéré dans la nuit de vendredi à samedi dernier contre le versement d'une rançon de plus de 100 millions de francs. Les enquêteurs ne disposent que de peu d'éléments car, comme l'avoue ce responsable de la police criminelle, Jan-Philipp Reitsma était enfermé dans une cave, muni de volets d'acier, des chevilles enchaînées. Il n'a pas pu dire grand-chose. Alors, les policiers ont décidé de diffuser l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre les ravisseurs et la famille de l'otage. Une diffusion originale, chacun en Allemagne peut écouter cette voix en appelant simplement un numéro de téléphone. Bien entendu, elle a été électroniquement déformée. Mais les enquêteurs espèrent malgré tout obtenir une piste de cette façon, car il faut dire que pour l'instant, les méthodes classiques n'ont pas donné beaucoup de résultats. Aujourd'hui, l'ancien otage est parti à l'étranger pour se reposer et tenter d'oublier. Quant à la police, il lui faudra sans doute beaucoup de temps et de chance pour identifier, arrêter des ravisseurs qui, semble-t-il, ont commis peu d'erreurs et retrouver la rançon. Actualité internationale, il y a maintenant 48 heures que le cessez-le-feu est effectif au nord d'Israël et au sud du Liban. Les 300 à 400 000 Libanais qui avaient quitté leurs villes et villages il y a 15 jours sont donc de retour pour constater les dégâts et aussi
enterrer leurs morts. Dorothée Lyrique, Franck Brisset. Elle pleure pour le sang versé par des innocents. Elle crie contre l'arrogance et la machine de guerre d'Israël. Ces femmes demandent aussi à Dieu que ne meure plus jamais sous les obus un enfant du Sud-Liban. Aujourd'hui à Nabatillé, c'est toute une ville qui enterre ses martyrs. C'était le 18 avril, 9 membres d'une même famille tombaient sous les bombardements. Il y avait une femme, son nourrisson de 6 jours, 3 de ses fils, 3 de ses filles, ainsi que le fiancé de l'une d'elles. Les assassins peuvent aujourd'hui admirer leur œuvre, dit une femme. Elle parle des canons israéliens qui sont là, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, en haut des collines, pointés sur la ville. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Liban? Est-ce qu'ils faisons une holocauste? L'Holocauste au Liban? D'autres martyrs, ceux du Hezbollah. Ils enterrent leurs hommes, 13 sont tombés sous le feu israélien. Pendant 2 semaines, ces combattants ont nargué la plus puissante armée du Proche-Orient. Aujourd'hui, ces soldats de Dieu ne prônent plus uniquement la révolution islamique, ils appellent aussi la population à résister contre l'occupant israélien. Et c'est sans doute pour cela qu'ils gagnent chaque jour un peu plus le cœur des Libanais. Les musulmans du monde entier fêtent aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton, en rappel du sacrifice qu'était prêt à effectuer Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils à Dieu. Cérémonie à la Mecque où les pèlerins étaient venus en masse, environ 2 millions, entre hier et aujourd'hui. À l'occasion de cette fête, les musulmans de France tuent donc le mouton, une pratique longtemps restée clandestine, dans des conditions d'hygiène parfois déplorables. C'est pourquoi des lieux d'abattage officiels ont été mis en place. Reportage à Huy, dans le Val d'Oise, Valérie Gaget, Christian Durand. Un dimanche à la campagne pour 400 familles musulmanes venues aujourd'hui à Huy célébrer l'Aïd. Ce site d'abattage, le plus petit des 7 que compte le Val d'Oise, a été mis en place l'an dernier sous le contrôle des services vétérinaires. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les musulmans doivent venir choisir leurs moutons à la ferme dans la semaine qui précède l'Aïd. Numérotés, les bêtes ne sortent de l'enclos qu'au dernier moment. Ce sont des sacrificateurs expérimentés qui les égorgent. Nous essayons de nous rapprocher le plus de l'esprit des lois, c'est-à-dire que nous imposons des conditions très strictes en termes de protection animale. Les animaux sont choisis et réservés sur le site. Aucun animal ne peut sortir vivant du site et aucun animal qui n'a pas été acheté sur le site ne peut être abattu sur le site. En France, plus de 100 000 moutons seraient vendus chaque année pour l'Aïd, prix de l'animal entre 600 et 1500 francs. Pour les éleveurs français, je ne veux pas dire que c'est vital, mais comme vu la pénurie, enfin vu les problèmes que l'élevage ovin rencontre, c'est un débouché très substantiel. Les musulmans semblent préférer ces sites ouverts où ils peuvent venir en famille aux abattoirs traditionnels. Car pour eux, l'Aïd est aussi un symbole de convivialité. Moi, quand je prends l'agneau, c'est pas personnellement pour moi et pour ma famille. Pour ceux qui ont mes voisins, s'il n'y a pas, je partage. Plusieurs fois, moi, je partage avec les gens. Après le sacrifice, la famille Attig rejoint sa cité d'Aubervilliers. Hassen, le père, découpe le mouton. Sa femme va passer une bonne partie de l'après-midi à cuisiner tous les morceaux. Ce soir, le festin sera joyeux. En arabe, Aïd el-Kébir signifie la grande fête. On cite souvent l'Allemagne en exemple aux Français comme pays d'une parfaite organisation. Eh bien, les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui prouvent le contraire, au moins dans certains domaines comme celui du commerce. Trouver un commerce ouvert en Allemagne, en effet, est très compliqué le samedi et le dimanche et pas très simple en semaine. Reportage de notre correspondant Jérôme Catala. Pour un touriste débarquant en Allemagne, comprendre les heures d'ouverture des magasins est un vrai casse-tête. Car si en semaine les portes ferment à 18 h, il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'exceptions. Les samedis courts par exemple, où les achats ne sont plus possibles après 14 h, et les samedis longs, où l'on peut faire ses courses jusqu'à 16 h. Sans parler des différences entre l'été et l'hiver. Bref, c'est compliqué et c'est surtout peu pratique. Les Allemands eux-mêmes supportent de moins en moins ces ouvertures de magasins à éclipse et souhaiteraient avoir plus de temps pour leurs achats. Moi, je travaille dans la journée, alors c'est toujours très juste pour moi pour faire mes courses. Je pense que les gens seraient moins stressés si ça ouvrait plus longtemps. D'après moi, chacun devrait pouvoir ouvrir plus longtemps s'il le veut.
Le gouvernement semble décidé à donner raison aux consommateurs. Il a élaboré un projet de loi visant à allonger les heures d'ouverture des magasins de 2 heures par jour en moyenne. Seulement, le syndicat des salariés du commerce est contre. Prolonger les heures d'ouverture ne changera rien au pouvoir d'achat des gens. Et donc, les magasins ne feraient pas plus de bénéfices. Et ils seraient obligés d'employer le même nombre de personnes, mais pendant plus longtemps. Les dirigeants des grands magasins estiment au contraire que s'ils pouvaient ouvrir plus longtemps, cela permettrait de créer des emplois. Car les consommateurs, moins stressés par les horaires, achèteraient plus. On induit des achats d'impulsion, donc une augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire forcément une augmentation des emplois. On ne peut affirmer que les emplois n'augmenteront pas que si on nie l'augmentation du chiffre d'affaires, l'un va avec l'autre. En fait, au-delà des arguments économiques, il s'agit d'un vieux débat. Ici, les organisations syndicales, mais aussi les partis traditionnels et l'Église, ont toujours voulu protéger les conditions de vie de chaque salarié. Ouvrir les magasins plus longuement entraînera sans doute une profonde modification de la société allemande. Deux phrases politiques en ce dimanche soir sur Europe 1. M. Barrot, ministre des Affaires sociales, a estimé qu'un refus d'accès aux soins pour les immigrés en situation irrégulière, tel qu'il est préconisé dans le récent rapport parlementaire sur l'immigration clandestine, n'était pas acceptable. Et M. Guémard, sur RTL, ministre de la Santé, estimait que la sécurité sociale française n'a pas vocation à être la sécurité sociale du monde entier, même s'il n'est pas question de demander l'origine de quelqu'un quand on doit le soigner. Dans le cadre de la foire de Paris, s'est ouvert une autre foire traditionnelle, elle aussi, le concours Lépine, qui existe depuis 1902. Il n'y a pas que des inventions farfelues au concours Lépine, loin de là. 12 000 brevets ont été déposés en 1995 et c'est au concours Lépine que furent présentés, il faut s'en souvenir, le premier réfrigérateur, le premier fer à repasser, le premier aspirateur et le premier presse-purée. Luc Bazizin, Jean-Michel Mire. Bienvenue au royaume des magiciens. Ici on imagine tout, même l'inimaginable. Cette chose, pas plus encombrante qu'une table à repasser, se transforme en un clin d'œil en chaise, puis en tabouret avec sa table. Et cet acrobate n'est en fait qu'un paresseux qui refuse de descendre de son échelle pour la déplacer. Alors un peu d'idée et surtout un petit coup de main et l'ensemble avance. Ça roule comme sur des roulettes. Ne pas casser une biscotte en la beurrant tient aussi de la magie. Ce tartineur, composé d'une motte de beurre et d'une lame, est supposé vous tirer d'affaire. Voilà. Et quand on revient... Mais parfois ça marche. Peut-être un peu de biscotte avec le beurre? Pour éviter ça, voici une invention dissimulée dans le bouchon. Une soupape, véritable chambre de décompression. Vous actionnez la deuxième tirette que l'on découvre dessous. À ce moment-là, le dispositif intérieur vient de se vider et le bouchon s'enlève très facilement. Magie de l'électronique cette fois, pour démarrer la voiture, tourner la clé de contact ne suffit plus. Il faut en plus avoir bouclé sa ceinture. Et là, plus besoin d'équilibrisme plus ou moins périlleux pour placer son vélo sur le toit de son auto. La force d'un doigt suffit. Et voici la serpillière magique qui absorbe plus qu'on imagine. En un seul passage, en une seule opération, vous allez récupérer avec Super Boitou des quantités d'eau phénoménales. Les magiciens du Lépine ne reculent décidément devant rien. Ils lui font cracher le feu juste pour nous prouver qu'elle résiste au lavage à 90 degrés. C'est sans doute le plus grand rassemblement de motards en France. Ils étaient 6 000 aujourd'hui à Saint-Lô dans la Manche où ils se réunissent chaque année depuis 18 ans maintenant. Ambiance plutôt bon enfant. Jérôme Laurent, Gabriel Camilla. Elles sont chaque année de plus en plus nombreuses, des milliers de motos qui ont fait de Saint-Lô en presque 2 décades l'un des rendez-vous phares de tous les motards. L'esprit, c'est ça de se retrouver. Hein. Nous, Motoclub de Saint-Lô, on participe à des rassemblements de ce genre-là régulièrement, donc on se doit un jour ou l'autre d'inviter tous nos amis qui, eux, nous invitent. Et pour cette 18e édition, la mécanique commence déjà à être bien huilée. Ils viennent de toute l'Europe, savourer l'ombre des premiers pommiers en fleurs. Fraternité oblige, la moto, ce n'est pas seulement une histoire de cuir et de gros cubes, mais aussi de retrouvailles. Je suis
déjà venu il y a peut-être 10 ans à peu près. Et puis entre deux, j'avais plus de moto, donc j'attendais de me refaire un petit peu pour revenir, parce que je sais que l'ambiance est bonne. Et puis c'est sympa, quoi. Parfois même, on vient avec toute la famille. Ma femme, mon petit, la petite qui a 14 mois, et puis mon beau-frère. On roule 50 km et elle regarde, et après quand elle en a marre, elle s'endort et c'est câble. Et ne croyez surtout pas qu'on ne pense ici qu'au bruit et à la vitesse. Certains rêves vous emmènent parfois bien plus loin qu'une simple moto. On reste au grand air après la saison d'hiver. Les stations de montagne se reconvertissent pour l'été. Aujourd'hui, première sortie du Vélo Club de Loisan dans les Alpes. Valérie Astruc, Olivier Robert. Et là, vous ne me faites pas monter l'Alpe d'Huez tout de suite. Hein. Alors, parce que, ouais. J'ai pas votre âge, les gars. Hein. C'est leur première sortie cyclo, 5 mois qu'ils attendaient ça. Le Vélo Club de Loisan repartit sur la route des cols. André, Angèle et Kili n'ont pas froid aux yeux. Première mise en jambe, la montée de l'Alpe d'Huez. Maintenant qu'il n'y a plus de neige, on va pouvoir faire des kilomètres. On va leur mettre sur la courge. On va leur mettre une tannée à ces jeunes. À nous la montagne, plus de vacanciers sur les routes, les stations de ski ont fermé. Première montée, un peu pénible, mais au bout, la récompense. Ça y est les gars, je lève mon diplôme. Non, t'as vu combien André? 1h32. Tiens, félicitations. T'es un vrai champion. T'as vu ça un peu? 1h32, à 68 ans. Améliorer leur palmarès, c'est évidemment le but de leur saison. Mais aujourd'hui, l'entraînement sera tranquille. Après l'effort, la balade champêtre, l'air frais, les rencontres. Allez Yves, allez, viens avec nous. Allez, on va rouler. On va te faire perdre ta graisse. À partir d'aujourd'hui, Angèle, Kili et André s'enfileront 400 km par semaine. C'est ça, être mordu de la pédale, un plaisir qu'ils partageront toujours. Tiens, voilà la nouvelle vague qui arrive. Allez les jeunes. Allez les gars. À propos de champêtre, une initiative des agriculteurs de la Drôme, l'opération de ferme en ferme, découverte de la campagne par les citadins. Un succès inattendu, plusieurs milliers de personnes avaient fait le déplacement. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Les petites chèvres sont là, on peut les voir. Les poules et les cochons, normalement, ils sont dans des petites écuries bien cachées. Journée porte ouverte à la ferme des Murs. La famille Clément aime recevoir et cela se voit. Sonia a passé la robe de sa grand-mère pour présenter ses 85 chèvres. Sa mère, elle nourrit en public les chevrettes, geste quotidien qui ravit les petits citadins. Elles sont pas comme nous. Et qu'est-ce qu'elles ont de différent? Eh ben, parce que elles marchent à quatre pattes. Je les connais bien parce que celle-là, c'est une petite rose, il y a Papillote, Piccolo, Trois Trous. La ferme ne désemplit pas. L'opération organisée depuis 4 ans connaît un succès croissant. Ils veulent savoir combien les chèvres elles font de lait. Comment on a fait pour arriver à ce petit fromage qu'ils trouvent dans la grande surface. Ils veulent connaître du début jusqu'à la fin. Et je trouve que cet intérêt, je croyais qu'il avait été oublié, revient. Les gens s'intéressent à nous, on n'est pas, vous m'excuserez le mot, des cutéreux, quoi. Le savoir-faire entre tradition et modernité. Titulaire d'un BTS, Sonia rejoint l'exploitation familiale après de multiples stages en Europe. On voit que ce sont des gens qui ont fait des écoles d'agriculture ou d'autres formations, qui parlent bien, qui savent s'exprimer, qui savent recevoir. C'est bien comme ça. Créer un lien entre ville et campagne et pourquoi pas faire naître des vocations. Autre rendez-vous à la campagne, rendez-vous à Fourcès. C'est un magnifique petit village, vous allez le voir, dans le Gers, classé monument historique. Chaque année, depuis 20 ans, on organise là-bas un marché aux fleurs dont la recette sert à financer la restauration des bâtiments du village. Jacques Cardoz, Frédéric Borde. C'est l'histoire d'une bastide en pays d'Armagnac, ronde et fleurie une fois l'an. Et de cette floraison dépend son existence, car ce village du Gers n'a d'autre ressource que le tourisme. Alors, lorsque les beaux jours apparaissent, vient le temps du marché aux fleurs, à l'initiative d'une association, Arébiscoula, Renaissance en Gascon. Le
but de l'association Arébiscoula est promouvoir, conforter, restaurer une qualité de vie tant au niveau du site que des hommes. C'est-à-dire que tous les bénéfices réalisés par nos manifestations servent intégralement à l'embellissement du village. Embellir l'image d'un héritage exceptionnel, car Forcès est unique. Seul village de France construit tout en rond. Au XIIIe siècle, tous les habitants devaient faire face au château, érigé au centre, sur l'actuelle place. C'est le magasin de la rue. Il est ouvert à tous les vents. Pas de sortie, pas d'entrée, pas de vitrine ici. À celui-là, vous préférez? Allez-y. Cette année, 60 horticulteurs du Grand Sud-Ouest ont répondu à l'invitation de l'association et de ses bénévoles. 110 bénévoles sur 327 habitants que compte la commune, c'est quelque chose d'important. Et si nous n'avions pas les associations demain, Forcès serait un village mort. Mais il n'est pas question de laisser mourir Forcès. Ici, on rivalise d'innovation. Chaque année, les habitants choisissent un thème pour son 21e anniversaire, la vigne et le vin, histoire d'être en harmonie avec sa région. Avec ça, les 20 000 visiteurs du week-end diront sans doute que le bonheur est dans le Gers. C'est une initiative plutôt originale d'une agence de voyage romaine dont nous allons parler maintenant. À bord de ces autocars, vous pouvez à la fois découvrir les ruines antiques, mais pas seulement grâce à des images virtuelles. Vous allez pouvoir ensuite remonter le temps, le rêve de tous les hommes finalement. Alain de Chalouan. Les ruines de Rome ont leur charme et leur romantisme propre. Mais le touriste lambda, non archéologue, a bien souvent du mal à imaginer ce que fut la capitale impériale de l'Antiquité à partir de ces pierres. C'est pourquoi un tour opérateur a eu l'idée de proposer à ses clients un voyage dans le temps en même temps que dans l'espace. Lorsque le petit car arrive sur un site, ce que l'on voit par la fenêtre, on le découvre aussi sur l'écran, ce qui n'aurait qu'un intérêt très relatif si l'écran ne se mettait pas alors à reconstituer le passé en images de synthèse. Et le touriste peut ainsi littéralement se promener dans le forum de Trajan, gigantesque centre commercial de la Rome antique. Comme ça, on a la possibilité d'avoir une culture liée au monument qu'ils voient, mais bien de rêver un peu et de pas seulement imaginer comme elle était, mais voir comment elle était. Voir comment c'était, c'est donc l'objectif de ce tour virtuel. Et de fait, on peut ainsi entrer dans le Colisée, mais hélas, le cirque est toujours vide. Alors, Appian Line a eu aussi l'idée de racheter les droits de certains péplums qui permettront aux touristes non seulement de voir, mais de voir vivre, et aussi de participer un peu aux fameuses orgies romaines. Avec modération, bien entendu. Tel père, tel fils, le Québécois Jacques Villeneuve, 25 ans à peine, le fils de Gilles Villeneuve, tué en course il y a une quinzaine d'années, vient de gagner son premier Grand Prix de Formule 1 en Allemagne cet après-midi. Arrivé chez les grands en début de saison, il confirme donc son immense talent. Laurent-Frédéric Bonnet. Le moment tant attendu, tant rêvé est enfin arrivé. Sur le podium, Jacques Villeneuve se frotte les yeux. Est-ce une larme? Pas sûre, tant le jeune Canadien est étonnant de maîtrise, de calme et de talent. Pour son 4e Grand Prix seulement, il a réalisé des prouesses, résistant pendant 30 tours à la pression terrible de Schumacher. Schumacher devant son public au Nürburgring, au volant d'une Ferrari retrouvée. Duel de titans au sommet, roue dans roue, entre un néophyte et un double champion du monde, mais le plus jeune ne va pas craquer. Le président de Ferrari, qui avait fait le déplacement, a beau encourager Schumacher, l'Allemand ne passera pas. Et c'est bien Jacques Villeneuve, débarrassé de Damon Hill, seulement 4e, de Jean Alesi, qui s'est éliminé tout seul au premier tour. Jacques Villeneuve donc, qui gagne son premier Grand Prix et écrit une des plus belles pages du sport automobile, même s'il reste sérieux et modeste. Vous savez, ça n'est qu'une course. Je suis content, mais demain ce sera déjà loin, car il faudra penser au prochain Grand Prix. Mais c'est vrai, c'est bien d'avoir une victoire à moi. Jacques Villeneuve ou le parcours d'un surdoué pour qui la vie n'a pas toujours été simple. À 25 ans, sa maturité est stupéfiante à la mesure de la pression qu'il subit. Certes, il est talentueux, mais c'est surtout le fils d'un ancien champion. Jacques avait 11 ans lorsque Gilles, son père, s'est tué en 1982. Jacques, qui a grandi dans ce drame, qui s'en est aussi délivré.
Il est maintenant un authentique champion, en lutte pour le titre mondial. Dès ses débuts en Formule 1, le Canada a bien de la chance. Tennis, finale du tournoi de Monte-Carlo cet après-midi. Il a fallu 5-7 au roi de la terre battue, l'Autrichien Muster, pour l'emporter face à l'Espagnol Alberto Costa. L'Autrichien a remporté le dernier set 6-2. Il se présente donc comme le grand favori du prochain tournoi de Roland-Garros. La mort à l'âge de 85 ans du réalisateur de cinéma Gilles Grangier. Parmi ses succès, plusieurs films, notamment avec Jean Gabin, comme Le Gentleman d'Epsom et surtout le célèbre Cave ce rebif, servi par un grand Michel Audiard, Aubry Edler. Gilles Grangier, c'était toute une époque. Le cinéma s'aimait encore en noir et blanc, les hommes, les vrais, arboraient gabardines et chapeaux mous, les tractions allaient toujours de l'avant, les gars pas réglo prenaient encore des corrections, et l'on se disait des choses qui ne s'oublient pas dans la langue de Michel Audiard. Le cinéma de Gilles Grangier, il se conjuguait avec Fernandel, Bourvil, Brasseur, Arletty, Ventura et bien sûr Jean Gabin. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Mon travail à moi, je ne peux parler que du mien. C'est pas tellement un travail de direction d'acteur, si vous voulez, c'est un travail de dosage. Parce qu'un acteur généreux, et les bons acteurs sont généreux, a toujours tendance à donner le maximum de ce qu'il peut donner dans une séquence. Et ça, il faut que nous le dosions parce que ça fera un film en dents de scie. Et il faut qu'un film évolue sous une certaine ligne. Et je crois que le metteur en scène est le seul à pouvoir faire ça parce qu'il a l'idée de son montage. Il est bien resté. Gilles Grangier, régisseur puis accessoiriste, avait presque tout fait au cinéma. En 40 films, il avait su s'attacher les suffrages du public. Son dernier tour de manivelle datait de 1978. Banlieue sud-est, un feuilleton en couleur et pour la télévision. Mais, tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben, je mettrais ça ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi? À la cave. Sorti la semaine prochaine d'un film américain intitulé La cage aux oiseaux, une copie conforme du succès français La cage aux folles, où c'était illustré d'abord dans la pièce de théâtre Poiret et Serrault, puis ensuite Serrault et Hugo Tognazzi. Cette fois-ci, ce film sort avec notamment comme vedette Robin Williams. Les Américains ont toujours préféré acheter les droits et refaire les films français à succès plutôt que de diffuser leur version sous-titrée. Nicole Cornu-Langlois. Background. Oh, how I love the sun. Sur une plage de Floride, la cage aux folles est devenue Birdcage, nom d'un cabaret de South Beach. Et Nathan Lane est Albert, le danseur travesti. Sous la direction de Mike Nichols. Et Robin Williams est Armand, l'énergique directeur de cabaret qui fait rire tout le plateau du tournage, mais aussi celui de notre entretien. It was an accident. Pacha! Ah! It's a very difficult thing. Ahmed est une personne avec un grand cœur, j'espère. Il aime son fils, il aime Albert, il aime le club, il aime danser. Il est un chorégrapheur. Oui, un excellent chorégraphe, très inventif. Mais tout ça de l'intérieur. Et l'on retrouve certaines scènes totalement fidèles à la cage aux folles. Baisse ton petit doigt. Voilà, tu tiens le couteau avec force et fermeté. Oh mon Dieu, quand j'ai percé mon dos. Les gens ont beaucoup aimé La cage aux folles. Je crois que le film est une sorte d'hommage à la pièce et au film français. Certaines personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu as accepté ce rôle? C'était tellement super en français. C'était magnifique il y a 15 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que le sujet colle exactement à l'Amérique d'aujourd'hui. Cela lui va comme un gant, et même comme... Un bon préservatif. Le dîner est servi. C'est ce dont j'ai toujours rêvé depuis toujours. Une belle famille qui s'aime. L'hypocrisie des notables est toujours d'actualité et les vertus familiales, disons, différentes. Et pas de drogue ni de sida. Doucement sur le vin, maman. Servi par des acteurs remarquables, constamment créatifs, Birdcage ne fait pas oublier la cage aux folles, mais on s'y amuse beaucoup. Gageons que ce duo infernal ne va pas s'arrêter là et prépare déjà un Birdcage numéro 2. Au revoir, à bientôt.
Un communiqué de la présidence de France Télévisions. France 2 a demandé au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Productions. Cette décision a dû être prise à la suite de demandes réitérées de la chaîne à la société de Jean-Luc Delarue de fournir les comptes détaillés de ses émissions. S'interrogeant sur l'adéquation entre le prix payé par France 2 pour ses émissions et les prestations fournies par Réservoir Productions, France 2 avait fait procéder en 1995 à une évaluation par un expert désigné par elle-même. Les résultats de cette expertise avaient conduit à faire des observations au producteur animateur, puis à saisir la justice, statuant en référé pour la désignation d'un expert indépendant. Par ailleurs, France 2 a mis fin au contrat passé avec Jean-Luc Delarue pour l'élaboration de programmes nouveaux. Celui-ci ne donnant pas les résultats attendus, France 2 a cessé les paiements sur ce contrat. Contestant cette décision, Jean-Luc Delarue a assigné France 2 devant le tribunal de grande instance de Paris. Voilà, sur ce, on se quitte. Le dernier journal aux alentours de minuit. Philippe Lefebvre, demain matin, Télématin, 6h30, avec William Lémergie, 13h, Benoît Duquesne, et puis je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Bonsoir, à demain.